Merci Mathieu et René pour d'abord cette invitation et vos bons mots. Donc François Leher nous a confié la tâche à Franck et moi-même, la tâche difficile d'essayer de faire le lien, faire le pont entre ce qui a été discuté ce matin des travaux expérimentaux ou plus théoriques et de ce qui nous préoccupe plus quotidiennement dans la pratique audioprothétique. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire à cette occasion. En particulier, on a parlé ce matin d'intensité, donc de codage de la Sony et de codage temporel, dont on vient de parler juste à l'instant d'ailleurs. Et donc on va essayer de voir en quoi les aides auditives peuvent, par le biais de l'audioprothésiste, essayer de limiter les distorsions perceptives qui sont produites au niveau du codage de l'intensité, au niveau du codage temporel. On va commencer par la Sony et se poser la question un bref rappel sur l'impact des atteintes cochléaires sur la Sony, parce qu'évidemment, si on ne comprend pas l'impact, on ne peut pas comprendre comment essayer de le réhabiliter. Alors je pense que Xavier Renard, dont on honore la mémoire aujourd'hui, aurait approuvé cette approche qui consiste à utiliser des modèles mathématiques, modèles psychoacoustiques, dont on a vu un exemple ici. Un autre exemple, c'est le modèle de Sony, donc par exemple celui de Chen et Moore, qui permet de prédire la façon dont un malentendant, avec un audiogramme donné, va percevoir l'intensité. Alors ce qu'on fait, donc le principe général consiste à introduire un audiogramme dans le modèle, c'est un des paramètres d'entrée du modèle, ainsi que des hypothèses par rapport à la quantité de perte de cellules ciliées internes et de cellules ciliées externes en fonction de la fréquence. Et en sortie de ce modèle, on peut obtenir par exemple des courbes de ce type-là, qui sont donc des courbes isosoniques qui nous indiquent à quel niveau en dBSPL, quel niveau il faut présenter à différentes fréquences pour produire une sensation de Sony identique ou constante. Quand on fait ça, on observe deux phénomènes qui sont bien connus. D'une part, une élévation des seuils, là où il y a une perte auditive, et par ailleurs, un pincement de la dynamique qui est lié au fait que les seuils s'élèvent plus que ne s'élèvent les seuils d'inconfort. On peut aussi, avec ce type de modèle-là, récupérer des fonctions de Sony, qui sont donc une représentation de la Sony, donc de l'intensité perçue, en fonction du niveau sonore en dBSPL. Et on constate, bien évidemment, qu'en présence de perte auditive, la Sony évoquée par un son de niveau SPL donné, en l'occurrence 50 dBSPL, est moins forte chez le malentendant que chez le normand-entendant. Si on inverse l'axe des X et des Y, on a une représentation peut-être un peu plus utile pour l'audioprothésiste ou plus familière, qui nous montre qu'en fait, pour arriver au même niveau de Sony, prenons par exemple 30 phone chez le malentendant, il faut augmenter l'intensité par rapport au normand-entendant. Et ce, de façon décroissante avec l'augmentation du niveau sonore que l'on vise. Donc bien évidemment, à partir du moment où on a compris ça, on comprend que derrière, l'aide auditive va réhabiliter ces distorsions apparentes de la Sony grâce à un phénomène qu'on décrit sous le nom de compression d'amplitude, c'est-à-dire une diminution du gain au fur et à mesure que le niveau augmente. La question, bien évidemment, pour le clinicien, pour l'audioprothésiste, c'est comment faut-il régler les gains aux différents niveaux et en fonction de la fréquence. Pour répondre à cela, on a depuis de nombreuses années maintenant un certain nombre de formules dites de pré-réglage qui permettent, notamment à partir de l'audiogramme tonal, de calculer les gains à différents niveaux et différentes fréquences. Alors ces formules de pré-réglage, il y a en gros deux grandes philosophies qui ont conduit à leur établissement. Une philosophie, ça semble assez naturel, c'est de se dire le malentendant a une Sony qui est distordue, on va essayer de rétablir une Sony à peu près normale chez le malentendant, donc on va essayer de faire en sorte que les sons, lorsqu'ils sont présentés à différentes fréquences, différents niveaux,
évoque une sensation d'intensité perçue chez le malentendant qui est à peu près identique à celle qu'aurait le normand entendant. Cette philosophie-là, elle a donné lieu à un certain nombre de formules de préréglage, dont celle que vous connaissez sans doute bien, DSL, donc niveau de sensation désirée, ainsi que d'autres un peu moins connues, telles que celle que j'ai citée ici, I-have, qui se fondent sur des mesures explicites de fonctions de Sony chez les malentendants. Donc un peu plus lourd à mettre en œuvre. Par ailleurs, une autre philosophie est on va se préoccuper principalement de maximiser l'audibilité de la parole à niveau de Sony global égal à celui du malentendant. Donc là, c'est un petit peu différent. Au lieu d'essayer de rétablir la Sony coûte que coûte, on va rétablir une Sony à peu près normale, en particulier pour le niveau de parole modéré, 65 dB/SPL, qui est à peu près le niveau conversationnel. Et on va augmenter l'intensité des sons de haute fréquence en relation avec le spectre à long terme du signal de parole, de façon à avoir une Sony à peu près constante dans toutes les bandes. Cette méthodologie-là, cette philosophie-là, elle a donné lieu à plusieurs méthodologies, dont en particulier celle des labos NAL, NL1 et NL2, que vous connaissez bien, qui a inspiré les formules de préréglage de plusieurs fabricants. Une autre distinction qu'il est importante de faire lorsqu'on discute des formules de préréglage et du rétablissement de la Sony, c'est une distinction entre les formules liminaires d'un côté et supraliminaires de l'autre. Les formules liminaires, on trouve leur ancêtre dans la formule dite du demi-gain, qui consiste à prescrire comme gain à peu près la moitié de la perte auditive en HL, qui a inspiré la formule de préréglage du NAL initial, NAL-R, ainsi que plusieurs de ses variations. Et puis, à côté de ça, on a les formules supraliminaires, dont bien évidemment la méthode du préréglage de Renard, qui se fonde sur la médiane de la dynamique. Donc, regarder la médiane de la dynamique chez le normand entendant et utiliser ça comme guide pour régler les gains chez le malentendant. La méthode I-have que j'ai déjà citée, et la méthode DSL, DSLIO, que j'ai mis ici en italique parce qu'en fait, c'est une méthode qui donne l'option, lorsqu'on l'utilise, et vous le savez sans doute pour ceux d'entre vous qui l'utilisent, d'utiliser soit uniquement les seuils absolus, soit des informations supraliminaires, en particulier les seuils maximaux de confort. Alors, il faut savoir que ces différentes méthodes, supraliminaires et liminaires, ne sont pas sans lien. En effet, c'est ce que nous montre Dillon dans son ouvrage Aide auditive, version de 2001, que la règle du demi-gain, si on prend par exemple un son d'environ 50 dB, consiste produit des niveaux de sortie qui vont être assez comparables au niveau de médian de la dynamique ou ce qu'on appelle les niveaux de confort, les MCL. Donc c'est ce qui est illustré ici, où vous avez la courbe en rouge au milieu qui chevauche la ligne avec une pente de 1,5, donc la pente du demi-gain. Donc il ne faut pas nécessairement penser que ces méthodes sont complètement incompatibles, bien qu'elles diffèrent sur certains points. Ça pose la question, bien évidemment, une question très pratique pour vous, et je suis certain que, comme moi, vous n'avez pas forcément tous de réponse absolument claire à cette question. Faut-il ou pas mesurer les niveaux de confort et d'inconfort, donc les MCL et les UCL? Les guidelines audiologiques internationales nous disent oui. Les revues systématiques, la dernière que j'ai trouvée sur ce sujet, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis, c'est celle de Müller et Bentler, qui nous dit que le niveau de preuve n'est pas encore suffisant de l'évidence d'efficacité de ces mesures-là pour justifier de faire une recommandation forte à ce niveau. Donc en gros, ils ne se prononcent pas. Ils ne nous disent pas de ne pas le faire, mais ils ne nous disent pas non plus de le faire. Néanmoins, quand on regarde les raisons, une des raisons principales d'insatisfaction et de rejet par les aides auditives, avec les aides auditives encore à ce jour, Eurotrack Germany 2018, donc ce n'est pas très très vieux, c'est la gêne liée au son fort. Et par ailleurs, Munro et Patel en 1998 ont montré que plus le MPO est en dessus de l'UCL, donc du niveau maximum de confort, du niveau d'inconfort, plus la probabilité que le patient reporte être gêné dans la vie quotidienne augmente. Au final, à peu près 60% seulement des audios, c'est une interview américaine, disent les mesurer en pré-appareillage. Donc clairement, les avis ne sont pas complètement... Enfin, il y a des avis tranchés,
Dans cette salle, je le pense aussi, mais en tout cas, il y a des avis divergents, on va dire, dans les pratiques cliniques. Alors, pour donner quelques éléments de réponse à cette question, pour moi, les questions importantes à considérer quand on se pose la question de mesurer ou pas les seuils d'inconfort, c'est d'abord, est-ce que c'est fiable en intra-individuel? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que la mesure qu'on fait, elle est reproductible, elle est valable? Les réponses à cette question dans la littérature tentent à dire que plutôt oui. Il y a eu certaines études qui montraient non, mais en fait, quand les instructions sont précises et constantes, c'est-à-dire qu'on ne change pas les instructions ou qu'on ne donne pas des instructions très vagues à l'auditeur, les mesures sont précises. L'autre élément qu'il faut considérer pour savoir si ça vaut le coup ou pas de faire cette mesure-là dans les labos, je pense, c'est est-ce qu'il y a une variabilité interindividuelle importante? Parce que sinon, alors à ce moment-là, on peut revenir à des formules de pré-réglage qui utilisent une constante. Mais la réponse, c'est plutôt oui. Ces niveaux de confort et d'inconfort peuvent varier de façon importante d'un individu à l'autre. Est-ce que c'est prévisible à partir des seuils absolus? C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on regarde l'audiogramme, on va pouvoir se dire, oui, le seuil d'inconfort ou de confort devrait être à peu près là? Pas complètement. Bentler et Coulet, par exemple, en 2001, ont montré que pour 80% des patients testés, les UCL étaient en dehors de plus ou moins 5 dB de la norme basée sur la perte tonale. Donc, globalement, tous ces éléments de la littérature donnent à penser qu'il y a une utilité à mesurer ces seuils-là en plus des seuils absolus. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces mesures, si elles sont faites en son pur, ces mesures de seuil d'inconfort, sont prédictives de la gêne avec les sons naturels? Les réponses ne sont pas entièrement claires dans la littérature. Certains disent oui, d'autres disent non. Donc peut-être serait-il prudent d'utiliser en plus de son pur pour régler les MPO des sons de parole, afin de vérifier le niveau de confort avec un stimulus qui est plus proche du stimulus qui sera celui perçu par le malentendant en dehors du laboratoire. Donc pour en revenir à nos moutons des formules de pré-réglage, les formules modernes, telles que NAL, s'appuient sur des modèles, mais également sur des ajustements empiriques. C'est le cas de la formule NAL-NL2, qui est une des plus utilisées au monde aujourd'hui, qui est basée sur un modèle d'intelligibilité de la parole d'une part, d'un modèle de Sony d'autre part, et également d'ajustement empirique par rapport à son ancêtre, la formule NAL-NL1. Alors quand on regarde ce qui se passe au niveau des fabricants, c'est assez intéressant parce qu'on constate qu'ils proposent depuis plusieurs années leur propre formule de pré-réglage, et ces formules de pré-réglage peuvent dévier substantiellement d'autres formules de pré-réglage telles que NAL ou DSL. Alors dans cette étude de Valente et collaborateurs en 2018, ils ont montré que si on mesure le gain d'insertion avec un système de contrôle dans l'oreille réelle, pour les formules d'un fabricant, qu'ils n'ont pas cité, les gains résultants étaient inférieurs, c'est ce que vous voyez avec les flèches bleues, aux gains qui auraient dû être appliqués si on avait respecté la méthodologie NAL-NL2. Donc, en l'occurrence, cette formule fabricant a décidé de placer des gains en dessous de ce que recommande ou ce que préconise NAL dans sa version NL2. C'est ce qu'on appelle le first fit, entre guillemets. Alors, que font les patients si on les laisse faire? Ça permet de comprendre peut-être pourquoi les fabricants ont cette tendance à faire ça, à mettre un peu moins de gains dans les aigus. Les patients, si on les laisse faire, c'est-à-dire si on fait du self-fitting, c'est une étude de Nelson et al. En 2018 qui a utilisé le système EarMachine, qui est une application sur le téléphone où les patients règlent eux-mêmes leurs gains. Et pour ceux qui connaissent un petit peu EarMachine, c'est ce qu'il y a derrière l'assistant d'écoute de Bose. On s'aperçoit que, c'est montré ici, on part de NAL-NL2, on laisse le patient faire, et ce patient, en l'occurrence S18, finit avec des gains qui sont moindres dans les hautes fréquences et supérieurs dans les hautes fréquences. Alors c'était le cas de ce patient, mais c'était le cas également de plusieurs autres patients. Si on regarde ici les hautes fréquences et ici les basses fréquences, on voit que la majorité des patients ont eu tendance à baisser le gain dans les hautes fréquences et à l'augmenter dans les basses fréquences. Alors est-ce qu'il y a un prix à payer de laisser faire le patient ou de laisser faire le fabricant avec First Fit? Oui, potentiellement. On le voit ici, on revient à l'étude de Valente et al. 2018, qui nous montre que le score de reconnaissance de mots corrects pour la formule First Fit, qui est montrée ici, versus la formule NAL-NL2 vérifiée avec mesure dans l'oreille, oreille réelle donc. Il y a une différence de performance entre les deux, avec une moindre performance, en tout cas pour les niveaux de parole, on va dire médian à faible, avec le First Fit. Au niveau de la satisfaction, ils ont regardé deux questionnaires, la FAB
et le SSQ. Et on voit que dans la plupart des cas, pour la FAB, donc plus c'est haut et moins c'est bon, c'est-à-dire plus il y a de problèmes rapportés par le patient, on voit qu'il y a en moyenne un peu plus de problèmes avec le first fit qu'avec la vérification programmée calée sur NALNL2 et mesurée et vérifiée dans l'oreille réelle. De la même façon, avec le SSQ, un petit peu moins de satisfaction avec l'appareillage, on va dire, que ce soit pour la parole ou pour les sons divers, que quand on vérifie le réglage. Donc, tout ça pour dire, il y a un rôle important, je pense, du clinicien dans ce compromis entre le court terme, la satisfaction à court terme et le bénéfice réel à long terme. Les cliniciens sont aussi les garants du bénéfice réel à long terme. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a ce phénomène bien évidemment bien connu d'entre vous, que vous observez dans les labos, qui est le phénomène d'acclimatation de la Sony, c'est-à-dire que le niveau maximal de confort a tendance à augmenter au fur et à mesure des semaines après appareillage. Ce phénomène a été objectivé et documenté scientifiquement. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle large. Certains patients s'habituent beaucoup plus que d'autres. Donc là encore, il y a un rôle important du clinicien de bien suivre et monitorer le patient, éventuellement de vérifier en faisant des mesures d'inconfort à intervalles. Ou de confort d'ailleurs. On ne pourrait pas parler de Sony et de ses distorsions sans parler d'appareillage bilatéral. Les formules de pré-réglage compensent automatiquement pour cette sommation de Sony. Quand on fait un appareillage bilatéral, le gain est automatiquement diminué par rapport à un appareillage unilatéral. Néanmoins, là encore, rôle important du clinicien. Pourquoi? Parce qu'il y a une variabilité très importante chez le malentendant au niveau de cette variable de sommation binaurale de Sony. Donc il y a des malentendants, quand on leur présente des sons en même temps dans les deux oreilles, c'est beaucoup plus fort que ne prédirait la normale. Pour d'autres, c'est moins le cas. Alors bien évidemment, tout ça nous conduit également à un autre thème qui était cher au cœur de Xavier Renard, qui est celui de la stéréoacousie, avec l'école de Lille, de Croix-Deux aussi, et notamment la question de l'équilibrage interoral. Alors c'est en particulier une problématique difficile dans le cas des surdités asymétriques, puisqu'on essaye de régler la compression pour en théorie compenser à peu près les déficits donc de compression à gauche et à droite. Néanmoins, ce qui rend la tâche du clinicien complexe, c'est qu'il y a des phénomènes dans la vie de tous les jours tels que le phénomène d'ombre de la tête, et on sait que les différences interorales de niveau, donc de Sony, sont importantes pour la localisation des sons. D'une certaine façon, la compression, puisqu'elle s'applique plus aux sons faibles qu'aux sons forts, va diminuer l'effet d'ombre de la tête. Ce qui peut être un avantage dans certains cas, mais un problème dans d'autres. Et bien évidemment, une façon de le vérifier, c'est de faire des tests de localisation sonore. Alors, à la façon peut-être dont l'aurait fait de messieurs Descroix et de aussi et messieurs Renard. Il y a peut-être une façon, pour ceux qui n'ont pas tout cet équipement, de le faire plus simplement, de faire une vérification minimale dans les laboratoires, ne serait-ce qu'en utilisant un seul haut-parleur et en demandant au patient d'indiquer si c'est plus fort à gauche ou à droite. Je passe rapidement sur les distorsions du codage temporel dont on vient de parler avec la présentation précédente. On vous a dit donc l'enveloppe, c'est en gros ce qu'il y a autour du signal. La structure fine, c'est ce qu'il y a dessous, sous l'enveloppe. Je vais faire très rapidement parce qu'en fait, les aides auditives pour la structure fine, on ne contrôle pas vraiment ce qu'elles font. Il n'y a pas vraiment d'algorithme dédié au traitement de la structure fine. La bonne nouvelle, c'est que, vu que en général le phase locking augmente avec le niveau d'intensité, plus on stimule une fibre forte, plus le phase locking augmente, on peut penser que l'amplification augmente le phase locking, donc un meilleur codage de la structure fine grâce à un rétablissement d'une certaine amplification par l'appareillage. Cette hypothèse-là est cohérente avec les résultats de Jenkins en 2018. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que dans l'appareil, en particulier l'appareillage ouvert, le son direct et le son amplifié sont décalés de quelques millisecondes, et donc ils vont se superposer dans le conduit auditif. Donc ça, c'est une bonne façon d'abîmer la structure temporelle fine. Une autre façon de l'abîmer, c'est de faire de l'anti-Larsen avec de la modulation de phase, par exemple, mais ça, malheureusement, on peut difficilement s'en passer. Et une autre façon encore de l'abîmer, c'est d'utiliser des algorithmes comme des microdirectionnels qui vont en gros détruire les rapports de phase entre les oreilles gauche et droite. Mais là encore, on sait que ces algorithmes ont d'autres bénéfices. Donc peut-être la structure fine, peut-être qu'elle est importante, mais finalement peut-être que les bénéfices de ne pas la préserver dans certains cas sont plus importants que
que les problèmes que cela cause. L'enveloppe temporelle, dont on vient également de parler, on a vu que la compression, et ça, l'orateur précédent faisait illusion avec la dernière diapo et cet article qui dit que la compression abîme peut-être le codage temporel. On le sait en fait depuis longtemps que la compression va distordre l'enveloppe. Ça a été montré dans de nombreuses études. C'est le cas ici où vous avez l'exemple d'une sortie d'aide auditive d'une enveloppe d'un son de parole sans aide auditive en pointillé et avec une aide auditive en continu. Et on voit que l'enveloppe n'est pas la même à la sortie et à l'entrée de la compression, bien évidemment. On sait que cet effet il est d'autant plus marqué que les temps de fonctionnement de la compression sont courts. On le voit ici avec une illustration de l'effet du temps de retour, un son original, donc l'enveloppe de base, et ici un son avec... je vous prie de m'excuser, j'avais mis mon minuteur, je l'ai oublié, donc je vais faire très rapidement, de toute façon j'ai presque fini. Et on voit que plus la constante de temps de la compression est courte et plus ça se gâche. Donc au final, la compression, est-ce que c'est bon ou pas? D'un côté, elle permet de rétablir le confort de Sony et d'augmenter l'audibilité. De l'autre côté, elle crée des distorsions d'enveloppe et elle réduit les contrastes temporels et également spectraux. On n'en a pas parlé dans le cadre de cette présentation, mais c'est le cas également. Néanmoins, de nombreuses études montrent un effet globalement bénéfique de la compression sur l'intelligibilité dans le silence. Dans le bruit, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir, selon la configuration dans laquelle on se trouve, si on a un signal en vert, un bruit en bleu, avant compression et après compression, le rapport signal sur bruit peut être diminué, parce que la compression augmente plus le bruit que le signal. A l'inverse, si on a un signal qui émerge dans des trous temporels pendant le bruit, si c'est un bruit modulé notamment, elle peut être bénéficiable. Donc c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, la compression augmente le confort de Sony, l'audibilité et l'intelligibilité dans le silence. Et de l'autre côté, dans certaines conditions, elle peut avoir un effet délétère sur l'intelligibilité dans le bruit. Pour finir, est-ce qu'on a des solutions par rapport à ces effets défavorables de la compression dans certaines situations où il y a du bruit, notamment du bruit modulé? Oui, dans une certaine mesure, pas complètement. On a l'adaptation automatique des réglages en fonction de l'environnement sonore, notamment en fonction du RSB, et puis on a les réducteurs de bruit. Je vais laisser la parole à Franck. Merci de votre attention.